Retour sur ce plateau. Bonjour Henri Yomboder. Bonjour Carole, bonjour Roland Tonekes, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Roland Tonekes. Carole Olaï, bonjour. Henri Yomboder, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, premier sujet à débattre sur ce plateau, la visite de Djogbenou au maître Mbedji, signe certain d'un possible apaisement. Henri Yomboder. Mais écoutez, quand j'ai eu l'information hier, je me suis dit tout simplement que c'est la meilleure démarche que Djogbenou pouvait faire pour aller voir le patriarche Mbedji pour échanger avec lui sur ses appréhensions et ses intentions. Parce que vous vous rappelez, la semaine écoulée, on en a parlé sur ce plateau, qu'il y a des tentatives qui pourraient faire sortir le PAD donc, de ce mariage-là. Et on avait également annoncé qu'il y aurait eu une guerre juridico-politique et pas finie, ça n'a pas raté. En semaine, milieu de semaine écoulée, effectivement, il y a eu des séquences pour montrer que le PAD donc, a été radié déjà, comme l'UP, la liste des formations politiques. Mais n'empêche bien sûr que Djogbenou aille voir ce patriarche-là, cet animal politique, pour parler, pour échanger avec lui. Parce que vous vous rappelez des séquences de ces sorties qui ont fait beaucoup de rumeurs, qui ont créé beaucoup de polémiques. Il fallait quand même que Djogbenou, au-delà de tout, aille le voir pour parler avec lui, pour discuter sur le fond de ses appréhensions. Et quand nous parlons de Maître Mbedji, cette dernière sortie il a eu à dire un certain nombre de choses qu'il pense que ça doit être comme ça. Quand il demande qu'on laisse tous les partis politiques aller aux élections, c'est désormais son aspiration, c'est désormais son appréhension de la chose politique. Mais les autres ne pourraient pas voir ça de cette même manière-là, parce qu'il y a le système partisan qui a imposé un certain nombre de choses aux partis politiques. Donc, c'est une démarche à saluer. Quand vous avez en face de vous quelqu'un comme Mbedji qui a commencé par vous lancer des pics, mais à lire les articles et le compte-rendu des journaux, on a compris que c'était pour aller prendre langue avec le patriarche, mais également pour que le patriarche lui donne des assurances de ce qu'il n'y aura pas eu des velléités politiques. Et pour moi, je pense que c'est une très belle démarche que Maître Djogbenou est allé à faire et qu'il faut saluer. Roland Tonekes. Moi, j'ai envie de poser la question à ces soutiens de la mouvance, notamment de l'UP Le Renouveau, qui se sont attaqués à Maître Mbedji avec la cabale médiatique que nous avons observée. Il y a même des sages, entre des gens qui se disent qu'on considère comme des sages, mais qui ne sont pas suffisamment sages et qui s'en sont pris malheureusement à Maître Mbedji, mais sachant très bien, oubliant quand même que Maître Mbedji c'est un nom. Au-delà du tout, le PAD c'est Adrien Mbedji, qu'on le veuille ou non. Et je le dis toujours, ceux qui sont du PAD, de l'SPRD, si vous voulez, et qui sont du côté de l'UP, le renouveau aujourd'hui, de l'UP, je dis si vous voulez, est-ce que c'est eux qui ont fait Mbedji ou bien c'est Mbedji qui les a fait? Parce qu'on connaît l'histoire de certains acteurs politiques qui ont été faits pratiquement par des personnalités politiques. Hein. Et quand vous voyez ça, je crois que la meilleure démarche, je crois que je l'ai dit dès les premières heures de cette affaire, la meilleure option, c'était d'aller négocier avec Adrien Mbedji. Il ne s'agissait pas de développer cette cabale médiatique contre lui pour montrer que Mbedji est fini, son pays n'existe plus, et qu'il est qui, il est ça. Non, écoutez, nous sommes en politique, même une seule voix de différence peut vous faire tomber. Et donc, il fallait dès les premières heures déjà adopter cette attitude de Maître Djogbenou, président de l'UP Le Renouveau aujourd'hui. Il fallait déjà dès les premières heures aller le calmer. Avec tout ce qu'on a connu, hein, avec d'autres situations qu'on a connues au niveau de ces bâtiments, je ne vais pas aller dans le détail, mais on se comprend. Écoutez, est-ce qu'on avait véritablement besoin de ça? C'est un élément à ne pas négliger. Même s'il n'arrive pas à avoir assez de suffrages au plan national, quand même, n'oubliez pas que c'est 5% en 2020. Et ces 5%,
s'il arrivait déjà même à avoir 3%, il peut quand même jouer dans la balance et faire basculer les résultats d'un côté. L'idéal, c'est ce que fait Maître Joseph aujourd'hui. J'ai bien envie de demander pourquoi maintenant. Oui, justement, les gens ont tout fait de faire peut-être de mauvais calculs au départ pour dire, dire que... Essayer de l'écarter? Ne pas l'écarter, le minimiser, dire mais c'est quoi. Mais avec les différents développements que les acteurs font, peut-être les journalistes font, etc., pour montrer que oui, dans la 19e quand même, si Rongbedji n'est pas avec eux, ce n'est pas évident qu'ils aient la possibilité d'avoir les 20% demandés. Ce n'est pas possible. Rongbedji sera toujours un élément qui viendra perturber les résultats de certains courants politiques dans la 19e et même dans certaines régions proches de la 19e. Aujourd'hui, il vaut mieux aller à la discussion. Il ne sert à rien de bomber les torses et de montrer les muscles pour montrer que oui, on est au pouvoir, on a tout en main. Attention, il suffira d'un seul petit détail pour vous faire perdre les élections. Et ces détails, on ne voit pas venir parfois ces détails-là. Il vaut mieux peut-être, oui, il peut aller négocier avec Maître Aden Rongbedji, il peut ne plus revenir dans la mouvance, mais le mieux, c'est quand même s'entendre avec lui, parler avec lui pour que la situation ne soit pas ingérable pour eux dans la 19e, parce que quand on dit ingérable, ce n'est pas des actes de violence, ce n'est pas non, c'est-à-dire les résultats qui seront issus. Le simple fait de montrer, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait la paix entre eux et Maître Aden Rongbedji peut faciliter les choses, mais la pression qu'on voulait mettre pour montrer qu'il ne vaut rien, il n'est rien et qu'il est fini, et d'ailleurs même dans la période, on sort la liste des partis politiques régulièrement constitués au Bénin pour montrer que tel parti n'existe plus, c'est radié. Mais vous avez suivi le vice-président du parti du PRD qui est monté au créneau en disant que oui, attention, il n'y a pas le congrès de dissolution des partis et que d'ailleurs même il n'y a pas l'acte de mariage. Je crois que je le disais sur ce plateau ici pour dire que, attention, est-ce que véritablement quand ils étaient en train de constituer l'UP et le Renouveau, tous les documents ont été signés par toutes les parties pour consacrer la dissolution des autres partis et pour consacrer la fusion des deux partis? Est-ce que ça a été effectif? Et depuis qu'on dit ça, personne parmi eux au niveau de l'UP n'a eu le courage de monter au créneau pour dire voilà le document qui montre la fusion véritablement des deux partis et qui montre la dissolution des deux partis. Cela suppose qu'à ce niveau, certainement, il y a un problème. Et les uns et les autres craignent peut-être, oui, de montrer leur insuffisance à la face du monde, malheureusement, quoi. C'est-à-dire, vous, à ce niveau-là, vous avez fait tout ça, mais sans pouvoir prendre toutes les dissolutions. Et c'est ça qui, lui, donne pour moi un poids à Maître Aden Rongbedji et à son équipe. Ils vont se mettre dans la balance, ils vont se mettre dans la danse et vouloir s'imposer à tout prix. Le mieux, c'est quand même qu'entre les acteurs, qu'il y ait une sorte d'accalmie, que nous puissions assister aux prochaines élections dans la paix. C'est très important. Henri Yombodé, j'ai juste envie de dire tout récemment que le président de la République a demandé aux deux partis de la mouvance d'aller s'entendre afin de définir une proposition du duo des candidats. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas pour ses ambitions personnelles qu'aujourd'hui le président de l'UPR mène cette démarche-là? Oui et non. Oui, d'abord parce qu'il est à la tête d'une formation politique, la plus grosse formation politique en termes d'élus. Et donc, quand vous confiez comme ça un rôle, d'abord, le bilan porte votre nom. Donc, forcément, oui, il y va parce qu'on ne va pas dire que Djogbenou est resté à la tête de l'UPR et que ça n'a pas marché. Donc, il fallait faire cette démarche-là pour quand même calmer les acteurs. Non. Parce qu'au nom de tout l'ensemble, il faut quand même qu'il fasse au moins cette démarche-là pour que demain, on ne dise pas qu'on n'a pas tenté quelque chose pour, bien évidemment, calmer les ardeurs. Maintenant, parlant donc de cet appel du chef de l'État à leur demander, cette demande du chef de l'État qui leur demande d'aller s'entendre sur le minimum, j'avais dit, il y a un piège qui est là. Il y a un piège qui est là. On me dit, non, j'allais dire, Djogbenou et Biotchane vont s'entendre sur quoi? Sur l'essentiel, qui donne le candidat, qui donne le suppléant, c'est-à-dire le titulaire, qui donne le président et son vice-président. Et donc, soit il propose deux duos, l'UP propose un duo, BIA propose un autre duo, et c'est l'autre alternative. Et ils vont présenter au chef de l'État. Mais pas fini, et que le chef de l'État va trouver des critères
pour moi, il va être des critères pour éliminer un certain nombre de personnes pour dire que celui-ci ne peut pas faire le job. Et donc, à ce niveau-là, il y aura aussi problème. Mais intention, oui, Djabouénou, c'est aussi un homme. Et quand vous êtes homme politique et que vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez bien évidemment aspirer aussi à diriger le pays. Donc, forcément, pourquoi ne pas commencer par tenter ces démarches-là, ces contacts-là, pour calmer les ardeurs, pour qu'au moins on se retrouve dans le starting block. Et donc, pour moi, c'est aussi une démarche personnelle, quitte à voir après les conséquences que cela pourrait, politique bien sûr, que cela pourrait générer. Ouais. Oui, si on entend dire que Djabouénou ne serait pas le choix du chef, et qu'on entend dire qu'il prend des initiatives personnelles, et qu'on sait qu'il est président de l'UP Le Renouveau, et que les parrainages doivent être co-signés par le président du parti, il y a quand même 3 députés de la 19e qui sont très proches de Maître Adé Ngwedi. Et donc, dans ce cas d'espèce, il se peut qu'il se soit une démarche personnelle pour espérer que les 3 là de son côté soient aptes en tout cas à le parrainer lui, mais en même temps aussi faire la paix avec Maître Adé Ngwedi pour ne pas subir les représailles de la 19e et autres. Donc je crois que ça peut être une démarche personnelle, c'est vrai, et c'est pour ça que je reviens sur la question, quand vous posez la question de savoir si c'est pourquoi maintenant. Et donc oui, parce que quand vous voyez la cabale, tout ce qui s'est passé, évidemment, on a tout fait de penser que bon, c'est fini avec Maître Adé Ngwedi. Mais dès lors que Joseph Djabouénou se rend chez lui, on se pose la question s'il est en mission pour la grande famille de la mouvance, ou bien s'il est en mission pour lui-même. Et connaissant un peu l'attitude du chef, peut-être, il se peut que le chef ne soit pas favorable à une telle démarche, pour connaissant bien comment le chef fonctionne, il se peut qu'il ne soit pas dans une démarche d'apaisement pour aller faire peut-être le salam alek, malheureusement, à Maître Adé Ngwedi. Et donc, ça peut être une initiative personnelle de Joseph Djabouénou pour espérer avoir le soutien du PRD, le convaincre de ce qu'il n'a pas intérêt à aller vers les démocrates ou autres, mais qu'il a tout intérêt à le suivre lui et à le soutenir pour sa candidature. Et donc, oui, attendons de voir pour voir si véritablement Joseph Djabouénou est allé là-bas pour lui-même, ou bien s'il est allé là-bas pour la mouvance. Mais quand on voit les prises de parole au niveau des leaders de la mouvance, notamment le plus renouveau, je doute fort que ce soit peut-être, oui, évidemment, une initiative de groupe et que ce soit la mouvance qui l'envoie en mission. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans toutes les formations politiques, notamment le plus renouveau, il y a des problèmes internes. Il y a des problèmes internes, il y a des camps qui s'affrontent, il y a des gens qui se rouleraient pour le camp Djabouénou, il y a d'autres qui rouleraient pour le camp, si vous voulez, Lucas Troupeau, il y a d'autres qui rouleraient, qui avaient roulé pour le camp Olivier Bokor, et qui là sont en attente de voir quelle serait la consigne de leur leader en prison et vers qui ils vont partir. Donc il y a plusieurs camps qui s'affrontent et chacun maintenant fait des démarches. Et quand on revient à la demande du chef de l'État, qui leur dit quand même d'aller s'entendre pour sortir un duo, oui, le chef a bien dit ça. Mais est-ce que dans la pratique, ça va être facile pour eux de s'entendre pour sortir un duo? Qui sera le titulaire? Henri l'a rappelé, qui sera le colistier? On attend de voir ce qui va se passer, mais toujours est-il que, au-delà de tout, le chef aura toujours son dernier mot. Aucun duo formé par les partis politiques ne sera imposé au chef. Il reviendra au chef de dire au dernier moment, à la demi-minute, voilà. Puisque quand vous regardez le schéma du duo de candidature, on a le titulaire, on a le colistier. Le colistier, vice-président ou vice-présidente aujourd'hui, n'a aucun pouvoir. La seule chose que le vice-président ou la vice-présidente peut faire, c'est donner les décorations. Ou, par chance, s'il a la possibilité, le chef peut l'envoyer, le représenter aux rencontres internationales. Sinon, au plan national, il n'y a aucun pouvoir pour le vice-président ou la vice-présidente. On voit Mariam Talata Tchabi Izimé, malheureusement, vice-présidente, mais qui n'a d'autres fonctions. Fort heureusement que elle-même a compris, elle ne se rend plus aux cérémonies de décoration, elle délègue son pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand même... bon, écoutez, vous voyez un peu. Donc, finalement, l'UP Le Renouveau et le BR vont s'entendre alors, qui va prendre le tout plein pouvoir et qui va laisser, qui va accepter le rôle de distinction attribué aux acteurs ou bien au cadre béninois. Vous savez, il y a un problème, donc ça ne va pas être facile. Il reviendra toujours au chef. En dernier ressort de décider et en griffe d'imposer qui il veut.
Voilà. Il y a un aspect qu'il faut également relever dans cette démarche-là. Pourquoi Diogbono est allé seul? Si ce n'est pas une initiative personnelle. Si c'était une initiative qui relève bien sûr du groupe, il devait aller avec le bureau politique tout au moins. Mais il est allé seul. Se faire accompagner des... Voilà. Donc, pour moi, il y a des discussions, des échanges. Des tractations oui, personnelles. Et donc, il fallait quand même qu'il soit tête à tête avec le président Mbedi pour en parler. Donc, ça relève de leur intimité. Mais si c'était une démarche au nom de tout le groupe, le bureau politique allait suivre. Mais il y a aussi des événements qui qu'on peut mettre aussi comme événement qui a déclenché cette démarche-là. Je veux rappeler la visite de Mbedi à Boniayi. Ouais. Oui, à Boniayi. Et donc, déjà, il y a eu des non-dits, également des spéculations, à défaut d'une déclaration officielle. Il y a eu des spéculations pour dire que, attention, il y a eu des négociations. Peut-être que Mbedi est en train de négocier pour se retrouver au sein des démocrates. Mais il y a également cet événement qui est annoncé où la jeunesse, on a dit la jeunesse PAD se mobilise pour faire une université de vacances et tout le reste. Et là, c'est à ce niveau-là où il y a une spéculation également pour montrer que, pour dire que, à la fin dans les recommandations, en fait, la jeunesse peut-être pourrait dire au président Mbedi de quitter ce mariage-là. Et ça n'a pas raté. La semaine qui a suivi, il y a eu ce qu'on a rappelé là, les fiches, les images pour montrer que le PAD a été radié, l'UP également a été radié et que l'adolescence de l'UP c'est les avoirs, si vous voulez, les actifs et les passifs donc, des formations politiques. Donc, il y a des événements qui ont fait déclencher cette démarche-là. Mais de toute façon, ce qui est sûr, on attend les semaines prochaines pour voir si, est-ce que cette démarche-là va calmer l'ardeur de Mbedi. Justement, c'est ce que j'ai envie de demander. Quel impact cette rencontre pourrait avoir in fine? Non, écoutez, moi, je ne vais pas vendre d'abord la peau du loup, tout simplement parce que, vous savez, Mbedi, c'est un maître à jouer. C'est un tout également. Et donc, il faut s'attendre également qu'il peut parler comme il ne peut pas parler. Parce que ce qu'on demande là, c'est qu'il ne parle pas. Parce qu'il a commencé par parler. A dit il faut qu'on libère les prisonniers politiques, qu'on laisse les gens revenir, qu'on laisse... Que les élections soient inclusives. Parce qu'il a commencé par porter quelques doléances de l'opposition qu'on a senti qu'il est là. Donc, ce que peut-être on va lui demander, c'est de ne plus parler, même s'il voit les choses, d'appeler peut-être les hauts dignitaires des formations politiques pour parler, pour leur dire voici ce que je remarque, et donc il faut. Mais attendons d'abord qu'il ne trouve pas... d'autres occasions pour encore... Non, je crois que fondamentalement, ça dépendra de ce que les gens mettent dans la balance pour mettre à Mbedi. C'est-à-dire que quand vous prenez cette discussion avec le Parti des démocrates, ça dépend de ce qu'on lui propose et ce qu'il met dans la balance pour la négociation. Et vous prenez de l'autre côté le maître Joseph Diogbono également, ça dépend de ce qu'il va proposer à maître Ademola Mbedi. C'est quelqu'un qui ne veut pas encore quitter la scène politique, malheureusement. Et donc, dans la perspective des élections législatives de 2026, il se peut que Maître Ademola Mbedi veuille bien se positionner pour être candidat aux élections. Et peut-être espérer demander le poste du président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Et donc, sachant très bien que s'il le fait et qu'en réalité, les opposants arrivent à avoir la majorité, ça pourrait lui faciliter la tâche et dire, bon voilà, ce que je mets dans la balance, je suis avec vous. Parce que Maître Ademola Mbedi vers les démocrates, c'est déjà un coup pour la mouvance. Même si rien ne gagne d'avance. Et donc, s'il le dit, ça dépend. Et ça dépend de ce que Joseph Diogbono aussi allait lui promettre. Parce que ici, le moment maintenant n'est plus le moment des discours. Le moment, c'est le moment des compromissions, des deals politiques. Pour dire, écoutez, Maître Ademola Mbedi, vous venez avec nous, écoutez ce que nous voulons, nous vous donnons 4 postes de ministre, parce que là, ils ont fait la mouvance depuis 2021 ou 2023. Écoutez, dans cette mouvance, il n'y a qu'un seul membre du PAD, qui est ministre, pratiquement. Après, ils ont quand même envoyé des gens, Badi Ouaguemo, ambassadeur quelque part, et puis le porte-parole du PAD était PAD, tout ça là. Mais il y a des postes stratégiques. Donc,
Aujourd'hui, c'est de dire peut-être, oui, écoutez, vous êtes avec nous, voilà, pour le prochain gouvernement, nous vous donnons 5 postes de ministre. Pour le prochain gouvernement, voilà, nous vous donnons 5 postes d'ambassadeur ou 3 postes d'ambassadeur. Donc, l'un dans l'autre, c'est des cas de figure qui pourraient convaincre Maître Adebayo Gbedji de ce que, oui, véritablement, il peut s'engager du côté des démocrates ou du côté de la mouvance. Vous savez, donc, oui. Et maintenant, hein, il ne faut pas oublier quand même que c'est un fin rusé, Maître Adebayo Gbedji. On peut bien lui faire des promesses. Et il sachant très bien, il sait quand même lire entre les lignes au niveau des différents acteurs. Au niveau de la mouvance, on peut lui faire toute la promesse possible et après le dribbler. Et du côté de l'opposition également, quand même, hein, avec ses déboires avec Boni par le passé, est-ce qu'il va se laisser faire? De quel côté il va pencher? Mais toujours est-il que la démarche de Maître Adebayo Gbedji, il faut comprendre que clairement, il est en train de négocier quelque chose. Et ce qu'il négocie, avec le temps, vous verrez, n'oubliez pas qu'en 1996, il a dû aller vers Mathieu Kékou parce qu'il y avait un poste de Premier ministre non constitutionnel hein, qui vient. Et 3 ministres également. Évidemment. Et en 2015, on l'a vu quand même, hein, il est allé vers l'opposition, il a fait tout ça parce que, oui, il fallait qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Il a dû faire des compromissions avec les autres courants de l'opposition pour être président de l'Assemblée nationale. Donc ça a été accepté. Et vous avez vu que peu s'en fallait, Comine Koutié allait prendre le perchoir. Et donc, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, Maître Adebayo Gbedji qui est allé vers la mouvance à partir de 2016, en fait, avec son fameux discours de Bénin descendu de son piédestal, on a vu ce qu'il a pu avoir, mais il n'a pas eu grand-chose, malheureusement. Il n'a pas eu grand-chose. Et on voit le schéma, la situation, bien que le PRD soit de la mouvance, ils n'ont pas eu grand-chose. Et donc, c'est plus que jamais le moment pour lui de vraiment négocier des choses, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses collaborateurs du PRD. Voilà, mais... Est-ce que Gbedji, à un moment donné, n'est pas acculé par la pression de ces lieutenants qui sont restés, qui sont laissés en rade? Parce que depuis août 2022, où ils ont signé, il est rentré donc en mariage avec l'UP. Est-ce que ces lieutenants n'espèrent pas grand-chose qu'aujourd'hui, au finish, quand ils font un peu le bilan, ils se retrouvent peut-être pratiquement, comme l'a dit Roland, pratiquement avec 2 postes, 3 postes, alors que ce qu'on leur a promis, on n'a pas fait ça. Peut-être que Djobeno est allé lui dire, mais écoutez, on va maintenant respecter nos engagements également. Ce qui est sûr, les prochaines sorties de l'homme nous édifiera plus. Alors, nous allons poursuivre. Deuxième sujet à débattre sur ce plateau. Visite aux détenus, une autorisation officielle désormais exigée. Oui, c'est quand même surprenant. J'ai vu déjà l'affiche circuler. Ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai eu cette information et j'attendais que ce soit rendu officiel après. Et ça a été rendu officiel et je crois que je me pose la question de savoir quelle est l'opportunité d'une telle fiche. Parce que désormais, pour aller voir un parent en prison, il faut aller se faire enregistrer sur une plateforme. Et c'est sur la plateforme que vous avez l'autorisation, la fiche sort, vous imprimez. Cela suppose que ça va être difficile, hein, difficile pour les Béninois. Parce que des gens qui veulent rendre visite à leurs parents en prison et qui peut-être ont peur des représailles, beaucoup vont devoir se calmer, ne pas vouloir aller voir les parents en prison. Imaginez qu'on arrête quelqu'un, hein, je ne sais pas, je ne veux même pas donner cet exemple. Mais je pense que ça, il y a un problème. Quelle est l'opportunité d'une telle chose? Parce que déjà, on veut surtout. C'est vrai que ce qui se fait là, ça va être difficile pour les acteurs politiques et autres, là, les gros bonnets qui sont en prison. Et les parents des simples délinquants en griffe qui sont en prison n'auront pas de difficulté pour ça. Mais sauf que oui, évidemment, à ce niveau également, quand vous avez un parent qui est à Agbanou, dans la commune d'Alada, qui n'a pas été à l'école, qui ne sait pas comment aller sur la plateforme, mais dont le fils est en prison à Missété, vous lui dites d'aller sur une plateforme pour se faire enrôler avant d'aller enregistrer, avant d'aller voir son fils à Missété, il y a un problème. Il y a un problème en ce sens que, oui, évidemment, qui va l'aider à se faire enregistrer? Comment ça va se passer? Donc, je crois que cela participe. Il faut quand même réfléchir sur toutes les réformes. C'est une réforme, les gens vous viendront défendre pour dire que c'est bon, mais à première vue, on peut comprendre que oui, cette affaire fait rendre la vie difficile au gros bonnet en prison. Parce qu'aujourd'hui, si vous devez aller voir Olivier Bokor et que vous devez aller vous faire enregistrer sur une plateforme, car on l'a imaginé. Moi, écoutez, je vous ai dit que j'ai été... C'est pour une traçabilité, oui, forcément. J'ai reçu, et j'ai une pensée positive pour lui, là où il est en prison aujourd'hui. Le général Faletti de Savait, qui m'a envoyé une lettre pour me féliciter de ce que je fais
et qu'il voit que je n'ai pas de patrie, puis que ce soit opposant ou mouancier, je dis ce que je pense. Lui m'a envoyé une lettre de félicitations pour m'encourager. Mais plusieurs reprises, j'ai envie d'aller le voir. Je ne suis jamais allé le voir parce que je me dis, mais aller le voir, est-ce qu'on ne va pas t'assimiler à un missionnaire de Faletti? Et aujourd'hui, si je veux aller le voir, vous imaginez, je vais aller sur une plateforme, mettre mon nom, et dire que je vais aller voir Faletti demain mercredi à 10h. Vous imaginez ce que ça crée en réalité. Rick Amadougou, à plusieurs reprises, j'étais à la prison civile de Cotonou une fois, j'ai voulu voir le professeur Joël Aïvo. Mais les gens n'ont pas permis que je le voie. Mais imaginez qu'officiellement j'écrive sur la plateforme que je vais le voir Joël Aïvo. Est-ce que vous savez ce que ça peut créer comme représailles? C'est-à-dire que si vous allez voir Joël Aïvo demain à 10h, et que le jeudi vous venez et que vous dites que Joël Aïvo, il faut le libérer, que c'est une tête bien faite qui ne doit pas être en prison. On vous dira que vous êtes allé voir Joël Aïvo, vous êtes prison. Parce qu'on a vu la traçabilité que vous êtes allé le voir. Donc il y a autant de choses. Les gens ont peut-être la bonne foi d'aller voir ces prisonniers en griffe politique ou bien ces détenus, ces gros bonnets là, mais ont des réticences. Et là maintenant, cette affaire de fiches à remplir en ligne ajoute encore beaucoup plus à la réticence. Les gens vont davantage abandonner les leurs en prison. Malheureusement. Les gens vont abandonner leurs amis, leurs proches, leurs leaders, leurs mentors en prison. Parce que craignant que si je vais me faire enregistrer sur la plateforme, on dira oui, ah bon. Et maintenant, quand on dit de faire enregistrer, est-ce que véritablement toutes les demandes seront acceptées? Parce qu'on sait très bien que pour aller voir Rick Amadougou, je vais aller voir un certain nombre de personnes, parfois on vous oppose un refus catégorique d'aller les voir. Je crois qu'il faut réfléchir, hein, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que, quelle est l'utilité de cette réforme-là? Et je voudrais juste dire à ceux qui réfléchissent, excusez, qui réfléchissent de cette manière que la route tourne. Si vous le faites aujourd'hui, il se peut que demain vous vous retrouviez là-bas. Il se peut que ce soit difficile pour les gens de venir vous voir. On en a déjà vu des cas. Parce que il se peut que demain vous ayez des difficultés, que les gens aient des difficultés à venir vous voir parce que il faut remplir une fiche en ligne. Je pense qu'il faut carrément surseoir une telle réforme. Henri Yamboudet, une réforme opportune ou pas? Ça fait mal très souvent que quand vous êtes en difficulté en Afrique, que les gens ne viennent pas vous rendre visite. Quand vous êtes en difficulté en Afrique et que vous avez vos proches qui viennent vous voir, ça réconforte. C'est le même cas quand vous êtes en prison. Quand vos proches viennent vous voir, ça réconforte. On se dit qu'on n'a pas été oublié et qu'on a le soutien moral quand même de ces proches-là. Mais quand on en vient à créer, à instaurer une réforme pour demander aux gens de s'inscrire en ligne avant d'aller voir leurs proches, on n'a pas suffisamment relevé cette difficulté-là. Quand vous êtes à Paron, quand vous êtes à Papassa ou bien à Kokolofeta ou n'importe où vous n'avez aucune connaissance, bien évidemment, de l'outil informatique, où vous devez aller rendre visite à votre fils, peut-être qui a été appréhendé. Peut-être il y a des gens qui sont innocemment emprisonnés. Oui, justement, c'est même pas un criminel, c'est qu'il est retrouvé en prison innocemment. C'est juste par accident. Et donc, il faut d'abord prendre rendez-vous, il faut enregistrer et montrer là d'abord. Je pense que, pour moi, cette réforme n'est pas opportune. Qu'est-ce que les gardes qui sont à l'entrée des prisons font alors? Est-ce qu'ils sont désormais défaillants pour qu'on arrive à instaurer une telle réforme? C'est vrai qu'on a dit, si il faut aller, on doit aller remettre des médicaments ou de la nourriture, on va présenter les fiches. Mais si c'est une visite officielle, il faut présenter les fiches. C'est pour également avoir une idée de combien de visites vous recevez. Qui rend visite à qui? Qui rend visite à qui? Et quel est le nombre de visiteurs vous avez? Surtout quand on prend les grands bonnets qui sont en prison. On veut savoir qui les rend visite. Mais non, moi je pense que on n'a pas besoin de faire ça. Moi je pense qu'on n'a pas besoin d'instaurer cette réforme-là. Laissez les gens aller voir leurs proches, leurs amis. Laissez les gens aller voir comme ils se sentent. Aller voir leurs amis sans pouvoir leur donner cette limite-là. Mais du moment où c'est fait, on va voir la faisabilité.
Parce qu'on a dit à partir du 1er août 2025, ça va rentrer en vigueur. Mais je pense que j'ai des difficultés à appréhender réellement le bien fondé de cette réforme-là. Il y a bien des choses qu'on peut faire. Améliorer les conditions des prisonniers. On parle de surpopulation carcérale aujourd'hui. Comment faire pour désengager au moins cette population-là? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais c'est une réforme de plus pour moi. Et donc, l'agence pénitentiaire doit revoir peut-être la faisabilité. Pourquoi ne pas même supprimer ça? On a encore le temps de le faire, puisque ça va commencer en août prochain. On est encore en mai. Il faut peut-être penser à sauter ce verrou-là. Et j'en appelle à la bonne foi, à la bonne conscience du président de la République qui donne les consignes à l'agence pénitentiaire, ou bien au ministre de l'Intérieur, au garde des Sceaux, qu'on saute ce verrou-là. Sinon, c'est une réforme de plus pour moi. Et donc, si vous permettez, j'ai quand même un document en face de moi qui dit, chers visiteurs, à partir du 1er août 2025, l'accès des établissements pénitentiaires sera conditionné à la présentation d'un acte d'accès, permis de visite, permis de communiquer, laissez-passer ou d'une autorisation de visite valide. Vous imaginez? Et quand nous savons très bien que nous sommes à la veille de 2026, les élections générales, il faut quand même aussi, j'ai l'impression que oui, il faut quand même contraindre les autres, créer une atmosphère qui contraigne les autres au silence et qui n'est pas de visite. Parce que, quand le veuille ou non, hein, ceux qui sont en prison auront leur mot à dire, auront des actions à mener depuis la prison, parce qu'il va de leur intérêt de se mobiliser pour que le pouvoir change de main et espérer peut-être sortir de prison. Donc, négocier, avoir voilà, des grâces et tout. Et donc, pourquoi est-ce que c'est à partir de 2025? Moi, je pense que si les gens sont de bonne foi, qu'ils reportent alors jusqu'en 2026. Voilà, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre et nous intéresser à présent à une mineure dans la localité d'Atiémé, violée par 3 individus. Oui, il y a toujours des malades ambulants. Les malades ambulants, il y en a toujours. Je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent en arriver à violer une mineure. D'ailleurs, même pas d'une personne qui est un malade et puis après, il y a 3 malades ensemble. Je crois que c'est des gens, je ne vais pas dire ce que vous avez envie de dire, mais je pense que si j'étais à la place des autorités, il y a quand même une sanction énorme à leur infliger, parce que ce n'est pas quand même bien que vous abattiez sur une mineure pour la violer. 3 personnes. 3 personnes. C'est atroce. C'est atroce. J'imagine l'état d'âme de la petite, j'imagine l'état d'âme des parents, et j'imagine l'état d'âme des personnes qui sont dans l'environnement. C'est des gens qu'il faut commencer par condamner à la perpétuité, parce que si vous n'arrivez pas à gérer votre libido, il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que il y a quand même les filles de joie qu'on retrouve dans toutes les rues, malheureusement. Voilà. Les filles de joie, on les retrouve un peu partout. Bon, elles n'ont pas besoin de grands efforts. Vous avez votre moyen, vous pouvez vous satisfaire. Et les maisons de prosélytisme, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Je me suis amusé une fois à compter le nombre de maisons de joie ou bien de maisons de prosélytisme qu'on a dans Calavi Alomé, là où Henri connaît très bien, jusqu'à Godomé. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et donc, que dans ce cas... Non, quand je dis... À côté de ta boîte aussi, quand je dis que vous connaissez, je ne dis pas que vous allez là-bas. Non. Vous les fréquentez. Vous êtes fréquent dans cette zone pour aller boire avec vos amis. Non, laissez-moi finir. Je ne dis pas. Okay. Vous ne les côtoyez pas. Oui, mais vous voulez dire... Je les côtoie. Vous voulez dire qu'en face de nous, je suis d'accord. Il y a aussi une maison de prosélytisme là, malheureusement. En fait, bon, écoutez. Et aujourd'hui, tous les bars, pratiquement, ont développé cette activité où le promoteur du bar construit quelques dortoirs pour les filles sont là à ça. Merci, les clients peuvent bien se satisfaire. Et donc, je crois que quand on voit tout ça, il y a des femmes qui sont debout, même qui espèrent avoir le moindre homme, en tout cas, pour se satisfaire. Qu'est-ce qui peut amener des gens à aller violer une petite fille? C'est des malades. Il faut les traiter comme tels. Il faut les traiter comme tels en tout cas,
en mettant en place la thérapie nécessaire pour les guérir. Mais les guérir de l'autre côté là-bas, quoi. Et ça va décourager. Parce que malgré les lois qui ont été votées, et tout ce qu'on dit, il y en a toujours. Moi, je vois des scènes parfois dans la ville, je suis écœuré, je regarde, je souris. Tu es assis peut-être dans un restaurant, tu vois les gens venir avec des petites filles, tu te poses la question de savoir, et quand tu suis la discussion de loin, tu te poses la question de savoir, et si c'était sa fille qu'on prenait comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Et il revient aussi aux parents de surveiller les enfants. C'est le plus important. Il revient aux parents de surveiller les enfants. Parce que si vous laissez vos enfants se promener n'importe comment, ils vont tomber, les filles elles vont tomber dans les mains de mauvaises personnes. J'ai vu une vidéo la dernière fois, une petite d'à peine 3 ans, violée par un vieux gaillard qu'on a mis nu. Quand j'ai vu la vidéo, c'était écœuré. Les gens étaient prêts à en découdre avec lui, le tuer en même temps. Parce que quelqu'un disait, tuer-le en même temps, il ne mérite pas de vivre. Oui, on va pas, Dieu ne veut pas la mort du péché, mais sa repentance. Mais il va falloir trouver la thérapie nécessaire à appliquer à ces personnes-là. C'est-à-dire les mettre en prison, perpétuité. Perpétuité, est-ce que perpétuité qui va arriver? Moi, je pense qu'il faut les mêmes. C'est vrai que c'est banni, c'est interdit. Il faut les soumettre à un rythme de travail forcé. Henri Yambodé. Oui, je prends le bout de Roland pour dire qu'il faut trouver des sanctions qui puissent être revenues à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Parce que j'ai lu un peu l'histoire et il a dit que la fille revenait de l'école quand une dame l'a demandé de l'aider à prendre un collier à l'intérieur de la chambre. Et donc, la dame est complice, d'accord? Et la dame, une fois la fille à l'intérieur, la dame est sortie, a fermé la porte, et les 3 hommes ont fait ce qu'ils veulent faire avec la fille. Il dit qu'au niveau donc le parcours entre école et la maison, il faut arriver à parler avec les enfants. Et sensibiliser surtout. Sensibiliser. Vous voyez, je suis sûr que cette jeune fille de 14 ans a été éduquée avec des valeurs. Parce que c'est une grande personne qui lui a demandé, s'il te plaît, aide-moi à prendre un colis. Et donc, par respect pour cette grande dame-là, elle a accepté. Voilà que la dame est complice de ce qui se passe. Donc, pour moi, il faut sévir avec la dernière rigueur. Il faut montrer aux gens que, en faisant ça, voici ce que vous pouvez écoper comme sanction. C'est bizarre que les gens ne trouvent pas cette facilité-là. C'est une facilité de se retrouver au moins avec les grandes filles qui sont dans les maisons closes aujourd'hui. Avec 2000 francs, je ne fais pas la pub, mais avec 2000 francs, vous connaissez même le prix. Oui, moi j'ai fait un travail sur ça, j'ai fait un travail sur cette affaire-là. Je connais même des filles qui sont TS VIP, et ça dépend de l'eau dans lequel elles se retrouvent. Mais qui arrivent à satisfaire les gens comme ça et qui même maintiennent les foyers en harmonie. Et donc, je ne vois pas... Carrément. Oui, pas d'accord avec vous. Oui. Mais tenez quel foyer en harmonie. Il y a beaucoup de retombées que vous ne voyez pas au-delà de ce qu'elles font. Au-delà de l'aspect qu'elles présentent. Ce n'est pas seulement qu'elles viennent se pointer au bord des voies pour trouver de l'argent. Mais il y a des hommes qui... je vous raconte une petite histoire. À Zogboula, il y a un gars qui n'a plus fait passer l'acte avec sa femme depuis plus de 2 ans. Parce qu'à cause d'un petit problème, la femme a dit non, je ne te donne plus cette opportunité-là. Mais si il trouve l'opportunité d'aller vers ces filles-là, parce que forcément, il a le choix de prendre une seconde femme, par justement, exemple. C'est parce que vous encouragez qu'on prenne une seconde femme? Non, justement, mais... Entre 2 mâles. Il faut choisir... Entre les 2 mots, il n'y a pas 2 mots. Entre 2 mots, pardon, il faut choisir le moindre. Non. Est-ce que vous encouragez qu'on prenne une seconde femme? C'est un débat. Allez-y. Donc, poursuivez. Donc, cet homme-là est obligé d'aller vers ces jeunes filles-là pour se faire plaisir. Ça, c'est une bonne opportunité. Et donc, malgré que la femme refuse, l'homme va se satisfaire pour quand même garder, maintenir sa femme. Est-ce que les femmes qui font ça savent que le corps de la femme appartient à l'homme? Bon, c'est le débat qu'on va ouvrir. Donc après, je dis que
les hommes qui arrivent à poser cette date-là sur des petites filles encore, des mineurs, l'ENF doit étendre cette tentacule dans les villages, aller sensibiliser les gens sur les sanctions qu'ils encourent. Et là, je pense que ça peut changer la mentalité. Quand vous prenez Abomey Calavi, aujourd'hui, le viol a diminué un peu, mais c'est les violences faites aux femmes enceintes, les femmes... à Godomé, par exemple, il y a un féticheur qui a battu une femme enceinte, sérieusement. Et donc, il y a ces genres de violences qui sont remarquées. Mais ailleurs, les cas de viol sont encore légion. Et donc, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation pour que les gens prennent conscience de ce que c'est un crime qu'ils commettent. Voilà. Non, non, un dernier sujet à aborder. C'est permettre quand même, parce que tout à l'heure, il a donné un exemple. Je voulais quand même aider nos sœurs à comprendre que c'est très important de se satisfaire entre couples conjoints. Cette manière de régler les problèmes du foyer en privant l'autre du sexe dans le foyer, c'est très dangereux. Mais c'est vice-versa, il y a d'autres oui, hommes je vous dis ça, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Donc toutes les femmes qui tentent, ou bien les hommes qui tentent de priver leur femme du plaisir conjugal, ou les femmes qui tentent de priver leur mari du plaisir conjugal, sont en erreur. Et quand vous commettez cette erreur, ça paye cash. Parce que en côtoyant les filles de joie, la fille de joie peut devenir votre épouse un jour et même réussir à vous balayer. Dernier sujet, bon, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Diplomatie, la CEDEAO et l'AES conviennent de coopérer contre le terrorisme. La CEDEAO et l'AES conviennent désormais de coopérer contre le terrorisme. Je crois que c'est une bonne décision, hein, parce que et c'est à rien de dire que l'AES qu'ils ont quitté, les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent, nous-mêmes on va faire comme on veut. Ensemble on est plus fort du temps. Donc l'idéal c'est de les voir ensemble et de travailler ensemble à proposer très loin les djihadistes, les terroristes qui... Sauf que, est-ce que dans cette dynamique de travail ensemble, de mise en commun des actions, est-ce que les gens seront de bonne foi de part et d'autre? Est-ce que ça va être aussi facile? Attendons de voir ce que ça va donner, mais c'est déjà un bon pas que de savoir que oui, les deux organisations veulent se mettre ensemble pour lutter contre le djihadisme. Parce que les pays de l'AES, quoi qu'on dise, même s'ils n'arrivent pas totalement à vaincre les djihadistes, ils font un travail. Ils font un travail. Et les autres pays de la CEDEAO qui ne sont pas dans l'AES aussi font un travail, mais malheureusement, ça ne porte pas aussi des fruits pour autant. Alors, si les deux peuvent mettre, par exemple, quand vous voyez l'AES ici, l'AES et la CEDEAO doivent travailler, imaginez ce que ça deviendrait, le point triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Quand il y a synergie d'action, on peut facilement réussir à maîtriser les djihadistes qui se retrouvent au niveau du point triple qui continuent de frapper fort du côté du Bénin également. Donc, du côté du Niger, du Nigeria également, de l'autre côté là-bas, oui, si la CEDEAO, l'AES doivent travailler ensemble, imaginez. Et c'est pareil, hein, du côté du Togo, on a vu qu'ils ont frappé fort au Togo il y a des mois ou semaines en arrière. Aujourd'hui, la synergie d'action est la seule clé pour venir à bout des djihadistes dans la sous-région. Aussi longtemps que les gens vont se regarder en Chine et faïence, les populations seront en train de payer le prix fort et c'est bien dommage. Henri? Mais l'AES et la CEDEAO veulent utiliser cette session qui est utilisée par un homme politique ici. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, ils ont compris que les dirigeants de l'AES ont compris que il faut conjuguer les efforts, il faut rester ensemble pour faire face à l'ennemi, qui est bien sûr le djihadisme. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO, malgré les tensions politiques, les échanges qu'il y a eu entre les deux institutions aujourd'hui, je pense que désormais, les deux vont mettre ensemble le matériel, les expériences de part et d'autre, les logistiques de part et d'autre pour combattre bien évidemment le djihadisme. Vous savez qu'à l'arrivée des régimes, je dirais, des gens au pouvoir
dans ces différents pays de l'AES, il y avait cette promesse-là qui est faite aux populations, la lutte contre le terrorisme qui était comme une priorité annoncée aux populations. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Oui, c'est vrai, Roland parlait donc d'un travail qui est fait, mais un travail qui n'a pas encore, c'est vrai, n'a pas encore donné le résultat escompté. Donc il faut qu'on conjugue les efforts, bien évidemment, pour lutter contre le terrorisme. Mais quel est l'impact de cette décision sur les différents partenariats? D'abord, il faut dire que ça fait reconnaître à la CEDEAO que l'AES est une institution à part entière désormais. Vous savez? Parce que là, il y a toujours les tentatives pour ramener les 3 pays là, de l'AES dans la CEDEAO. Désormais, s'ils vont en partenariat, c'est dire que l'AES est reconnue comme une institution à part entière. Ça fait un. Deuxième impact, c'est que, oui, les pays de la CEDEAO vont s'allier aux pays de l'AES pour que la logistique, que la lutte, que les points essentiels, stratégiques qui sont occupés par les djihadistes soient occupés par les militaires et les forces de l'ordre des deux pays. Quand on parle de point triple où seul le Bénin se retrouve à ce point triple-là, aujourd'hui, si on met les deux institutions, si se mettent en place, ce partenariat se met en place, j'allais dire, et que la CEDEAO va forcément envoyer une force spéciale, d'accord, à ce point triple-là, avec l'AES. Donc, il y a forcément une occupation qui va être observée. Et bon, également sur les autres points stratégiques, et la lutte sera payée. Si vraiment il y a de la sincérité dans ce partenariat, ça va payer. Mais si c'est pour juste faire ce que j'appellerais le saupoudrage, ça va rien donner. Oui, je crois qu'aujourd'hui, oui, déjà, c'est bien quand même que la CEDEAO finisse par reconnaître l'existence de la CEDEAO, de l'AES. On a vu le débat qui a eu cours dans tous les pays et membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, donc, les impacts, c'est la synergisation. Et ça va beaucoup plus faciliter la tâche à ces pays-là pour en arriver à bout de cette gangrène qui s'observe dans la sous-région, notamment le djihadisme. Et les impacts, quand même, ça va aussi faciliter la libre circulation des personnes et des biens, hein, parce qu'à un moment donné, circuler entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, on a tout fait de dire oui, il n'y aura aucun problème. Mais quand vous allez sur le terrain, les gens vous se plaignent des difficultés. Donc, ce début d'action entre les deux pays va certainement faciliter beaucoup de choses. Et à l'avenir, on aura une sorte d'accalmie totale entre les deux différents pays. Voilà qui vient mettre un terme à l'analyse de ce jour.